Bon, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là et pour cet atelier. On est tous les deux pour parler de cette double compétence du droit et du management. Donc Anouk sera plutôt là pour témoigner de son expérience en tant qu'avocate et moi en tant que dirigeant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà partager l'un et l'autre plutôt notre parcours, vous expliquer ce qu'on a fait d'un point de vue académique, d'un point de vue professionnel. Et ensuite, après, on partagera avec vous l'intérêt qu'on porte à cette double compétence droit et management dans nos métiers respectifs et aussi vous expliquer, ou en tout cas vous exprimer l'intérêt que les recruteurs peuvent porter à cette double compétence. Donc je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Lambert de Noyel, je suis le directeur général d'une entreprise agroalimentaire qui s'appelle Maison Colibri. Mon parcours académique est le suivant. J'ai commencé par faire du droit. Je fais 5 années de droit à Assas, donc un master en droit des affaires. Et en 5e année, j'ai fait le MBA du droit des affaires et management de l'université Panthéon-Assas, Paris 2. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas pour vous raconter ma vie et vous dire que tout ce que j'ai fait est génial, c'est simplement pour vous dire qu'avec cette double compétence droit et management, et on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, ça peut amener à beaucoup de choses très variées en termes de métier derrière et ça donne une ouverture d'esprit et c'est ce que j'exprimerai tout à l'heure qui permet aussi de lever un peu la tête et de se dire est-ce que j'ai envie de faire du droit et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire comme métier parce que c'est le plus important quand on choisit son master. Voilà, je passe la parole à Anouk pour qu'elle puisse vous partager son parcours. Donc bonjour, je m'appelle Anouk, je suis avocate. Je fais du droit des affaires, plus précisément je fais du droit de la concurrence dans un cabinet international qui s'appelle White & Case à Paris. On est environ 210 avocats, donc c'est pas un petit cabinet. Donc j'ai fait donc pareil, parcours académique 5 ans à Assas, 4 ans et puis avant de rejoindre le M2 MBA. Donc moi je suis la promotion 2012-2013. En disant ça, je me suis dit ça fait 10 ans, ça m'a fait drôle, mais comme mon co-intervenant est sorti de la promo en 2009, je me sens beaucoup mieux. Donc 2012-2013, donc au sein de ce parcours-là, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, mais donc il y a une partie cours de septembre à juin, une partie alternance, donc moi aussi j'ai fait chez Danone, c'est un complet hasard, on ne savait pas, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, donc des alternances dans des grands groupes comme L'Oréal, en banque, il y avait aussi des gens qui étaient chez Final, chez Bain, enfin, il y avait vraiment un choix varié, mais plein d'entreprises du CAC 40, donc c'est super, vous avez des places réservées en alternance, donc on a fait, il se trouve, la même alternance, bon on ne l'a pas vécu pareil, parce que moi j'étais contente de partir chez Danone, mais j'en reparlerai. Et puis il y a aussi cet aspect qui est spécifique au MBA de Assas, qui est la junior entreprise. Donc ça se déroule de juillet à juillet, c'est un an, c'est assez intense, on aura l'occasion d'en parler. Et donc là, moi j'étais secrétaire générale, donc il y avait 4 juniors entreprises et moi j'étais en charge de chapeauter le tout. J'ai eu envie au moment, pareil, ce que tu disais, grande ouverture d'esprit, un peu de faire un switch. Au moment où j'ai fait le MBA, j'ai voulu plaquer le droit alors que j'étais vraiment voilà, j'étais un peu la fille du premier rang qui majorait ses partiels et tout ça. J'étais vraiment faite pour être avocate et puis ça m'a un peu fait... Voilà, je me suis demandé est-ce que je quitte ou pas. Bon, finalement, j'ai persévéré, j'ai passé le CAPA, j'ai fait 1 an de stage, 6 mois dans un tout petit cabinet. Je voulais un peu voir ce que ça donnait après avoir fait 1 an en entreprise chez Danone. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe de Gide. J'avais jamais fait de droit de la concurrence, donc comme quoi le master... pas spécialisé, en droit des affaires générales, vous empêche pas de faire ensuite rejoindre une équipe spécialisée. Et en fait, je ne suis jamais vraiment partie. J'ai été embauchée à l'issue de mon stage. J'ai fait mon EFB chez Gide. En fait, j'étais embauchée avant vraiment de commencer l'EFB. J'ai fait 2 ans chez Gide et ensuite mon partenaire est parti chez White & Case et c'est comme ça que je l'ai rejoint. Donc je travaille avec la même équipe depuis 8 ans, mais j'ai beaucoup, je fais des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce dans quoi j'ai commencé, même si c'est vrai que j'ai moins les étapes comme ça à exprimer. Voilà, donc ça c'est un peu
mon parcours. Et donc aujourd'hui, je suis en 8e année, je suis collaboratrice. Voilà, je ne sais pas comment tu veux présenter, tu veux qu'on présente le master un peu ou... Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Ok, comme j'ai un peu commencé. Donc du coup, en tout cas, notre formation à nous, c'était donc ce master que j'ai un petit peu commencé à dévoiler. Donc, alors, je ne sais pas exactement comment c'est aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas fondamentalement changé. Vous avez donc une partie cours, une partie alternance, donc qui se fait de novembre à juillet, et puis une partie junior entreprise qui est vraiment spécifique. Donc là, les étudiants sont organisés pour développer une junior entreprise et vraiment s'organiser comme une entreprise, et vous faites tout ça en même temps. C'est intense. C'est pas le master de recherche de septembre à mai où vous avez les vacances scolaires et vous rédigez un mémoire. Ça va vite. C'est un peu l'apprentissage de la vie, je le décrirais comme ça. C'est un peu particulier parce que vous êtes dans des relations à la fois de collègues de classe et en même temps un peu hiérarchiques déjà. Parce qu'en fait, en tout cas en ce qui me concernait, il y avait des gens qui étaient en charge de diriger et des exécutants, donc c'était assez intéressant. Les gens qui ont fait le master, pour moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait complètement autre chose. Là, par exemple, je porte c'est une de mes meilleures amies qui fait ça, qui faisait du droit, qui était avocate, qui a tout lâché, qui a plaqué pour faire une marque qui s'appelle Septem, qui fait des combis. Il y en a qui sont directeurs juridiques maintenant d'une néobanque en Allemagne. Il y en a qui font encore du droit. Il y en a, dans ma promotion, les gens ont fait plein de choses. Et je pense que c'est lié à l'ouverture d'esprit que donne le master. En fait, c'est de comprendre qu'on était dans une voie et finalement, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Et donc, moi, c'est ça que surtout ça m'a appris. Je ne sais pas si tu veux. Ouais, je vais compléter. Je ne vais pas revenir sur les détails de la formation, si ce n'est dire qu'une des grandes forces, il y a deux grandes forces selon moi. La première, évidemment, c'est l'apprentissage, être dans un apprentissage pendant une longue durée, apprentissage pendant une longue durée dans des grands groupes. Évidemment, c'est un des énormes atouts de cette formation. Et l'autre atout, c'est que c'est vrai qu'on a fait 4 ans de droit, 3 ans de droit, parce que je crois que maintenant on peut rentrer je sais qu'on peut rentrer en M1, M2. C'est hyper intéressant d'avoir vraiment une vraie connaissance des matières de gestion. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des cours de marketing, il y a des cours de finance. Donc évidemment, ça ouvre l'esprit. Pendant 4 ans, on bouffe du droit, et on a l'impression que c'est généraliste, qu'on est passé du droit des affaires au droit civil, au droit pénal. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de découvrir de nouvelles matières. Ce n'est pas tant pour acquérir des connaissances, bien que ça soit nécessaire, on l'exprimera tout à l'heure, pour être avocat ou pour travailler en entreprise, de bien connaître les besoins de son client. C'est surtout qu'on apprend à réfléchir différemment. Moi, je trouve que c'est la plus grande force c'est vraiment ce que je retiens du MBA, c'est d'apprendre à réfléchir différemment. C'est-à-dire qu'on a l'impression, pendant 4 ans, on fait vraiment du droit, on apprend ce que c'est que la structure une réflexion d'un point de vue juridique, ce qui est extrêmement enrichissant évidemment. Et là, on apprend à jongler avec d'autres outils. Et du coup, en termes de gymnastique intellectuelle, c'est ça qui est très intéressant. C'est que ça permet derrière d'appréhender une complexité extrêmement variée. Je ne sais pas si c'est très concret ce que je vous raconte, mais moi, dans mon quotidien aujourd'hui, je suis directeur général d'une entreprise agroalimentaire, donc concrètement, je ne fais plus de droit. Mais la force que je peux avoir par rapport à d'autres personnes avec qui je travaille au quotidien, c'est qu'ils vont tous être un peu l'expert de leur domaine. C'est-à-dire, je vais avoir l'expert industriel, ingénieur, je vais avoir le juriste, le financier, chacun est un peu dans son couloir. Et le fait d'avoir une double compétence, notamment entre le droit, qui a une certaine méthode, et le management, qui en a une autre, ça permet d'être capable de jongler avec des outils, des problématiques qui sont extrêmement variées. Donc c'est vraiment, je trouve, l'énorme atout, en tout cas c'est celui que je perçois le plus au quotidien. Et l'autre point important, on l'a déjà dit, mais c'est l'ouverture. Parce que parfois, en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais quand j'étais étudiant, je me souviens quand j'étais en master de droit, je rêvais d'une seule chose, c'était de travailler je voulais faire le meilleur M2, je voulais absolument faire un M2 de droit des affaires à Assas. De toute façon, si j'étais pas tel fac ou tel master, c'était nul. Et je voulais bosser dans les grands cabinets d'avocats d'affaires, forcément dans du droit des affaires, forcément dans les gros cabinets d'avocats anglo-saxons. Il fallait que je fasse un LLM, je me mettais une pression de malade, où je bossais comme un âne en droit. Et en fait, et le MBA m'a juste permis de réaliser, après avoir fait tout ça,
mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de faire du droit quoi? Et ben non, je n'ai aucun regret parce que j'ai énormément appris pendant mes études de droit et j'ai surtout appris à réfléchir. En termes de connaissances, je ne connais plus rien en droit, mais j'ai vraiment appris à réfléchir. Mais le MBA m'a permis d'avoir une ouverture et aussi d'avoir confiance en moi. Parce que je ne sais pas si c'est le même sentiment, mais c'est vrai que quand on est en droit, et je ne sais pas si c'est votre cas, si vous êtes en master de droit ou en licence, on est un numéro au milieu d'un amphi de 1800 personnes. Les profs nous disent en gros concrètement qu'à la fin de l'année, il n'y en aura que 3 qui seront à l'année suivante. Enfin, en tout cas, c'était comme ça à mon époque et c'était il y a longtemps, je l'admets, ça a peut-être changé. Et du coup, être dans un MBA, on nous dit qu'en gros, on va faire plein de choses, qu'on peut faire plein de choses. Ensuite, après, j'étais à l'ESCP, j'ai vu ce que c'était que d'être valorisé et d'avoir confiance. Et ça, c'est un atout énorme. Parce qu'en fac de droit, je suis filmé, donc désolé, donc il y a des preuves de ce que je dis, mais c'est vrai qu'on ne nous donne pas confiance, quoi. On a l'impression, tu es à la fac, tu es une merde, quoi. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, bah non, tu es à la fac, tu es dans un master d'excellence, il y a une vraie sélection et tu apprends vraiment à réfléchir. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait le SCP derrière et j'ai 1000 fois plus appris, et je le dis sans aucun état d'âme, au cours du MBA droits d'affaires et management. Et donc il y a des étiquettes en France qui font que voilà, mais la réalité, c'est le plus important quand vous choisissez votre master, c'est de choisir un master qui va vraiment vous apprendre à réfléchir et surtout à faire des bons choix dans votre vie professionnelle. Parce que je vois aujourd'hui des gens, et moi je suis un peu plus vieux qu'Anouk, donc j'ai 36 ans, et je vois des gens dans leur vie professionnelle aujourd'hui, ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent, et ben, ils sont au bout de leur vie parce qu'en fait ils ont fait des mauvais choix de master, ils ont visé l'excellence théorique, mais ils n'ont pas fait des choix qui étaient en adéquation avec leurs besoins. Ils se font chier dans leur boulot, quoi. Et ça, c'est hyper important. Donc, je vous invite à bien choisir votre master et à faire des bons choix et surtout à vous écouter. Voilà, je te laisse enchaîner. Ok. Du coup, moi, je vous propose de vous expliquer en quoi, globalement, le management me sert dans la vie de tous les jours en tant qu'avocate. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous êtes avocat, vous vous dites que le management, c'est quelque chose qui est très loin de votre quotidien, et en fait, pas du tout. La plupart des... Donc, vous rentrez dans des... Alors, je mets à part peut-être les petits cabinets dans lesquels, en fait, vous faites de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous faites tout. Si vous êtes à votre compte, vous faites tout seul, et là, c'est toujours intéressant d'avoir des notions de management. Mais quand vous êtes même dans un énorme cabinet, dans une énorme structure où en fait vous avez, nous on est 200 avocats, on a 200 personnes du staff, c'est-à-dire le marketing, la compta, donc en fait vous pensez que vous avez juste à faire du droit, et en fait pas du tout. Le droit c'est 50% de ce qu'on fait dans une journée et le reste c'est autre chose. Ça les gens n'en ont pas forcément conscience, et le management c'est quelque chose de tous les jours. J'en parlais encore il y a quelques temps avec des associés de mon cabinet, on avait un process de réflexion parce que justement il y a des problèmes dans les cabinets d'avocats parce qu'il n'y a pas de management, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se ressent terriblement et qui a un problème terrible sur le fait dans les grands cabinets de burn-out, etc. parce qu'en fait les gens ne savent pas gérer des équipes. Et en fait on se disait mais on nous apprend à être les meilleurs juristes. Quand vous êtes le meilleur juriste, à un moment donné on vous passe associé. Alors souvent, on vous demande aussi d'être bon commercialement, c'est-à-dire d'aller savoir vendre à un client, mais pas toujours. C'est-à-dire que moi, dans un cabinet comme le mien, vous avez des dossiers qui arrivent des États-Unis. En fait, on a juste besoin que vous soyez les meilleurs techniquement et que vous délivrez, mais vous n'avez quasiment même pas besoin d'aller chercher un client. Mais alors, la notion de management par-dessus, ça, c'est vraiment cherry on the cake, mais c'est quelque chose que je vois rarement. Moi, mon boss est très bon manager, mais c'est une exception. Mais voilà, en fait, c'est triple compétence. Il faut être bon en droit, il faut être bon commercialement, il faut être un bon manager. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi je vous disais que 50% de ce qu'on fait, c'est pas du droit? Surtout quand vous êtes dans des grands cabinets, ce que vous allez faire, c'est de la gestion de projet. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez recevoir 150 emails par jour, vous avez un flux constant d'informations qu'il va falloir trier, processer, organiser. Il va falloir répartir la charge de travail parfois sur 50 personnes qui ont travaillé sur le même dossier partout dans le monde. Et tout ça, en fait, ça demande énormément de compétences en fait, organisationnelles, de process, etc. Que les gens n'ont pas anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, non, vous n'êtes pas dans votre bureau en fait, à faire des dissertations de droit, ça n'existe pas. C'est aussi l'idée de savoir qu'en face de vous, vous avez des équipes. Des équipes, ça veut dire que, par exemple, moi, on est 2 avocats associés. Enfin, moi, je ne suis pas associée, mais il y a 2 avocats associés, on est à peu près 20 avocats en tout. Et dans une structure qui est beaucoup plus grande, en fait, tous ces gens-là, il faut le recruter. Et recruter, c'est pas simplement trouver la meilleure personne, ça va être aussi trouver la personne qui a le bon fit
pour votre équipe, qui va créer une bonne dynamique. Ça va être aussi faire grandir, c'est-à-dire il faut identifier les forces et les faiblesses, enfin plutôt les points d'amélioration de chacun. Quand vous allez staffer un dossier, en fait, savoir que cette personne, elle va être extrêmement rapide, etc. Donc là, on a besoin de quelqu'un qui délivre très vite dans une matière et d'autres qui vont être plus rigoureux, plus dans le détail. Vous n'allez pas forcément les mettre sur les mêmes choses. Mais c'est aussi comprendre les besoins de vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a un qui sait faire un truc, les avocats, ce qu'ils vont faire, ils vont dire « Ah bah tiens, lui, il fait ça, on va lui faire que ça. » Mais le mec, au bout d'un moment, il en a marre. Il va faire autre chose, il va quitter parce qu'en fait, il faut aussi grandir. Et donc, il y a les gens, il y a ce qu'ils savent faire et ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont besoin de faire. Et tout ça, ça se gère. C'est des vraies problématiques. C'est aussi savoir ménager ses équipes. On est dans un boulot à haute pression, on travaille énormément. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop. Ça veut dire savoir manager son client pour aussi protéger ses équipes, c'est savoir aussi manager son manager, ça c'est quelque chose que j'ai appris au MBA, donc en fait tout ça c'est du management. C'est aussi du marketing, c'est-à-dire qu'il y a le savoir, il y a le savoir-être et le savoir-faire, et puis le faire savoir, c'est-à-dire que quand vous êtes très bon et que vous allez pitcher des clients, ensuite il faut savoir le restituer et expliquer ce qui fait votre différence. Tout ça c'est des choses en fait que vous apprenez pas en tant qu'avocat et en fait qui sont clés dans ce que vous faites, dans tous les jours si vous voulez développer une clientèle et en fait garder un client. Et puis c'est aussi savoir se mettre à la place de son client, et ça je pense qu'on a eu cette discussion juste à côté, mais en fait il y a un peu deux types d'avocats, il y a ceux qui vont donner un conseil de droit et puis il y a ceux qui vont donner un conseil à leurs clients. C'est-à-dire savoir se mettre de se mettre à la place de quelqu'un et de se dire ok, ça c'est un dirigeant, genre sa journée de 7h du matin à 23h, c'est des réunions, des trucs, des machins, etc. Il a 50 choses à gérer. Il n'a pas le temps de lire votre mémo de 50 pages. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un conseil que vous lui donnez, vous n'êtes pas en train de l'aider. Donc en fait, il faut vraiment réussir à se mettre dans la tête du dirigeant, se dire ok, à qui ça va servir? Est-ce que ça va servir aux juristes? Est-ce que ça va servir aux dirigeants, etc. Et à partir de là, délivrer un conseil qui va être adapté. Et tout ça, en fait, c'est des choses, des notions par exemple, moi, je sais que j'ai appris, par exemple, dans l'MBA, à savoir ce que c'était qu'un executive summary. Un executive summary n'est pas un résumé, ce n'est pas juste un condensé de tout le reste. C'est savoir identifier les key facts, qu'est-ce qui est important, mettre en avant ce qui est important, etc. Et donc, en fait, c'est là où vous avez une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire au-delà du management de votre équipe, du management de vos clients, du management de vos dossiers, du management de vos stakeholders. Stakeholder aussi, une notion que vous apprendrez dans le cadre d'un MBA, c'est-à-dire de tout ce qui va être les intervenants, vous allez travailler avec des profs, des économistes, enfin vous ne travaillez pas qu'avec des avocats, vos clients, etc. C'est aussi en fait, finalement le management permet de donner un meilleur conseil de droit parce qu'en fait vous réfléchissez à la place de l'autre. Et donc pour moi, aujourd'hui, je vois vraiment la différence et dans mon quotidien, c'est quelque chose qui me sert tous les jours. Je pense qu'il m'a donné un peu une place aussi un peu particulière dans mon équipe parce que j'ai pris un petit peu cette partie organisation des process, etc. De formation, d'organisation, etc. Donc voilà, moi je m'en sers tous les jours et je ne suis pas la seule. Enfin, je vous dis, on en parlait avec des associés il y a encore quelques mois et ils me disaient, mais en fait, les associés sont des managers, ils n'ont jamais appris à manager. Et ça donne des choses qui sont catastrophiques. On dit on devrait avoir des formations au moment où vous passez associé. En fait, on devrait vous foutre 3 mois en training, vous faire quelque chose, parce que sinon, en fait, ça donne des situations catastrophiques. Bon. Donc voilà, moi, c'est un peu mon expérience du quotidien. Et du coup, je te laisse la parole. Et toi, tu as l'autre vision, comment le droit te sert. Exactement, mais je vais répéter ce que tu viens de dire, mais c'est exactement la même position. Alors moi, je le vois au quotidien en tant que dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, quand je parle avec des juristes ou je travaille avec des avocats, il y a vraiment 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont capables de se mettre à ma place, qui vont être capables de se rendre compte que la réunion, elle va durer une demi-heure et que j'en ai 5 avant, 10 après, et qui vont être capables de me dire l'essentiel. Et pour ça, il faut être capable de se mettre à la place du dirigeant, donc il faut être capable de se rendre compte de la problématique. Et le but, ce n'est pas simplement d'exposer toute la règle de droit pour se faire mousser. L'objectif, il n'est pas là. C'est justement d'être capable de restituer l'essentiel de la problématique et surtout d'être capable d'exprimer une recommandation. Ça paraît tout bête, mais moi, mon enjeu et mon travail au quotidien, c'est de m'entourer de personnes, que ce soit en interne ou en externe, qui sont capables, et c'est la question que je pose le plus dans une journée, mais si tu étais à ma place ou si c'était ta propre boîte, qu'est-ce que tu ferais? Et ça,
c'est hyper important parce que vous pouvez connaître le code du commerce autant que vous voulez. En ce moment, il y a énormément de problématiques en agroalimentaire. Et quand vous lisez les journaux, il y a la loi Egalim 2. Donc moi, je suis en plein dans les négociations avec la GMS. Et ben, en fait, il y a énormément d'incertitudes. Parce qu'il y a la loi, mais bon, on ne va pas parler de ça parce qu'on pourra en parler des heures. Mais concrètement, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inconnus et on est dans c'est un peu mouvant, on va dire, ou en tout cas incertain. Et ben, je le vois très bien au quotidien, il y a les juristes et les avocats qui vont me dire un peu quelle est la loi. Très bien, mais je sais lire. Et il y a ceux qui vont me dire, voici les enjeux, voici les risques. Moi, mon job au quotidien, c'est de gérer des risques, des opportunités versus des risques en permanence. Donc concrètement, qu'est-ce que je risque et c'est vraiment se mettre dans cette posture-là. Parce que si c'est pour réciter une règle de droit, ça n'a strictement aucun intérêt. En tout cas, ce n'est pas comme ça que vous accompagnerez bien des dirigeants ou des clients. Et Anouk l'a très bien exprimé. Je pense qu'au-delà du côté dirigeant, c'est hyper important. Mais c'est vrai pour le droit, mais c'est vrai dans n'importe quel boulot. C'est quand vous vendez quelque chose, et les avocats, ils ont des clients, donc ils vendent quelque chose, une prestation juridique. Moi, je vends des madeleines, donc c'est pareil, je vends mes madeleines au Leclerc, à Carrefour, etc. On a la même problématique, c'est de comprendre le besoin de notre client pour mieux l'exprimer. Si vous voulez comprendre le besoin de votre client, en tout cas en faisant du droit des affaires, votre client c'est l'entreprise, donc si vous voulez comprendre son besoin, rien de mieux que de faire un apprentissage chez un client, donc dans un groupe, dans une entreprise, pendant la durée du MBA, et rien de mieux que d'acquérir des compétences qui sont en management, c'est-à-dire en gestion, en finance, en marketing. Et un autre point très important qu'Anouk a exprimé et que je vois au quotidien, c'est vrai en cabinet parce qu'il y a plus de difficultés, mais aussi vrai en entreprise. Pour évoluer en entreprise, un bon expert, il restera un bon expert. Celui qui prendra des responsabilités, qui aura des rôles de direction, qui rentrera dans un comité de direction ou qui prendra la poste de directeur général, c'est quelqu'un qui est capable de développer les hommes, qui est capable de les accompagner et de constituer la bonne équipe. Donc, un expert, c'est bien, mais les bons experts, il suffit de se baisser pour en trouver. Il y en a partout des bons experts. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de trouver des gens qui ont un vrai savoir-être, qui sont capables d'embarquer les équipes. Et ce que je dis là aujourd'hui, c'est encore plus vrai demain, parce que votre génération, les gens aujourd'hui 18-20 ans, et je le vois quand je recrute, ils ont besoin de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Ils ont besoin d'avoir du sens dans leur boulot, beaucoup plus qu'à mon époque et que ceux d'avant. Donc si vous n'avez pas cette capacité à manager les hommes, à les développer, à comprendre leurs besoins, eh ben, ça fera des drames humains. Donc c'est aussi votre responsabilité de manager de demain, au-delà de les garder, ce qui est déjà pas mal. Vous avez aussi une responsabilité si vous êtes associé demain, si vous êtes dirigeant demain, c'est votre responsabilité aussi sociale de développer les hommes et surtout de faire qu'il n'y ait pas de drame humain dans vos équipes. Et ça, moi je me souviens très bien du MBA, où j'avais des formations en coaching, je sortais du droit, des bancs, des gros amphis de 1800 personnes, et on se retrouve à faire on faisait des séances avec des coachs. Je m'en souviens encore, plus de 10 ans après. Donc je suis pas très objectif, je suis pas du tout là pour le vendre, parce que j'ai aucune action au sein du MBA. Moi, le MBA a vraiment changé ma vie, il m'a vraiment permis d'acquérir cette ouverture et de réfléchir. Et c'est ça le plus important, de réfléchir différemment, ayant plus de connaissances, plus variées, mais aussi en acquérant cette compétence managériale. Voilà, est-ce qu'on passe à des questions ou est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en proactif? Non? Ok. On a beaucoup parlé, le but c'était quand même que ça soit un peu interactif. Nous, ça nous intéresse de connaître un peu vos enjeux et surtout de répondre à vos questions pour pouvoir vous aider le plus possible. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à vos questions si vous en avez. Non. Si. Ouais. Oui. Ok, je vais répéter alors. Du coup, vous avez dit que vous pouvez partir d'un master très généraliste pour aller dans le plus spécifique. Est-ce que du coup on aurait plutôt intérêt à faire un master type droit privé, droit des affaires pour ensuite se spécialiser ou directement par exemple se lancer dans le spécifique ou c'est pas trop Alors la question, pour que tout le monde l'entende, c'est de savoir est-ce qu'on a intérêt à faire un master généraliste ou plutôt de faire un master très spécifique, c'est ça? C'est bien résumé ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Moi je vais répondre parce que, mais je te laisserai compléter, parce que c'est vraiment une question que je me suis posée. Quand j'étais en master, j'avais postulé au MBA, j'avais postulé dans d'autres masters et j'ai des masters hyper spécialisés. Au début, je voulais me spécialiser dans le droit de la titrisation.
C'était avant, il y a eu la crise de subprime est passée par là, donc ça, je crois que ça a déjà démarré depuis, mais en tout cas ça marchait moins bien. Donc si vous écoutez un avocat ou un futur recruteur, il va vous dire, probablement, en tout cas dans un cabinet d'avocats, c'est ma perception, soit un expert, soit spécialiste, parce que c'est son besoin à lui. Donc très bien, et du coup oui, c'est vrai que c'est plus facile d'aller voir, surtout quand on est dans des débats, dans des segments de niche, un truc hyper spécifique, ben ça a des gros avantages pour trouver un job. Après, il ne faut pas oublier qu'une carrière, on bosse 40 ans. Et du coup, si vous avez, moi il n'y a pas de réponse toute faite à ces questions. Moi, j'ai plus envie de vous dire, écoutez-vous. Si vous êtes passionné par le droit de la pêche, bah ouais, faites un master en droit de la pêche. Et je le comprends très bien parce que vous signez pour 40 ans. En revanche, si vous faites un master comme moi, j'ai failli faire en droit financier, spécialité titrisation, je ne me suis pas écouté. Je me suis dit, ah, c'est intéressant et je sens que c'est porteur. Ça, je trouve ça un peu plus dangereux de mon point de vue parce que vous pouvez changer 3 ans plus tard et étudier une matière, c'est une chose, l'exercer pendant plusieurs années, c'en est une autre. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser, mais c'est très personnel, qu'il vaut mieux avoir une formation généraliste qui va nous ouvrir et année après année se spécialiser au cours de notre exercice vraiment sur l'expertise qui nous plaît le plus. Voilà. Est-ce que c'est une réponse d'un recruteur d'un cabinet d'avocat? Non, mais c'est ce que je pense. Alors, en tant que cabinet d'avocat, tu vois que, moi en gros c'était, faut faire le meilleur master de ta spécialité. Donc moi je fais le droit de la concurrence, donc j'aurais dû faire le master de globalement Vogel à Assas. Et puis ensuite, il aurait fallu que je fasse un LLM, et sinon c'était sûr que j'allais rentrer dans aucun cabinet. Bon, voilà. Donc j'en étais en crise d'angoisse la nuit. J'avais postulé à l'époque, je voulais faire plutôt de l'API, donc j'avais eu le master de Pierre-Yves Gauthier à Assas. Et j'ai eu le MBA et ça a été un dilemme terrible, exactement la même chose. Est-ce que je fais du général, du spécialisé, etc. J'ai pleuré, j'ai appelé mon père. C'était l'enfer. Et donc je comprends ce dilemme. Et donc finalement j'ai fait le MBA et en fait, en tout cas mon expérience c'est que je suis sortie de là, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire de la FUSAC, ça m'ennuie. Donc je vais postuler en IP et en concurrence, parce que ça m'intéresse et on verra bien. Et ça fait 8 ans que je fais du droit de la concurrence, sans avoir fait de LLM et sans avoir fait le Louis Vogel, le master de Louis Vogel, contre lequel je plaide aujourd'hui, donc c'est assez marrant, l'histoire. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de règle. Moi, je connais plein de gens qui ont fait 2 fois 2 masters, le master spécialisé et le MBA. Si ça vous déstresse, faites-le. Honnêtement, les études, c'est cool. En fait, vous verrez, la vie active, c'est pas si marrant. C'est très sympa, mais voilà, c'est fatigant. Donc voilà, si vous voulez faire les deux, vous pouvez. Moi, ça m'a pas bloqué. Et autour de moi, j'ai des gens qui ont fait des masters très spécialisés, moi non. Et en fait, on fait le même métier aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de règle. Et je suis d'accord, en fait, écoutez-vous. Et écoutez-vous, si vous sentez que ce qu'il faut faire, c'est le master spécialisé, faites-le. Mais ne stressez pas, parce que de toute façon, il y a toujours des opportunités dans la vie. Et voilà, faut juste savoir les saisir. Mais moi, je suis la preuve vivante qu'on peut ne jamais avoir fait droit de la concurrence et faire du droit de la concurrence chez White & Case, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, micro. Vas-y. Moi, est-ce que Oui. vous êtes un spécialisé C'est un programme international. C'est vrai, c'est un réel intérêt à faire encore une formation qui ressemble au MBA dans l'école de commerce, ou est-ce que justement l'école de commerce c'est une plus-value si importante que ça? La question, c'est est-ce qu'après le MBA, ça a du sens de faire un master en école de commerce? Moi, à l'époque, les dirigeants du MBA m'avaient plutôt déconseillé de le faire. Pareil, je vais faire un peu une réponse de Normand. Tout dépend en fait du projet derrière. Je pense que ça fait le lien avec votre question aussi, c'est que quand on est en master 1, en master 2, moi j'étais un peu comme toi, quoi. Je me foutais une pression de malade, je ne dormais pas la nuit de savoir ce que j'allais faire comme études et comme job. On est dans un système, on nous fout une pression de malade, et on est hyper stressé, et du coup moi ça m'a rassuré. Donc c'est un peu ce que tu dis. Moi ça m'a rassuré. À l'époque, moi c'était la première année, donc je suis dans la première promo du MBA, donc il n'avait pas la notoriété et le succès qu'il a aujourd'hui. Donc ça m'a rassuré un peu dans le système français d'avoir une belle étiquette.
je fais le SCP, super. Donc je veux dire, d'un point de vue vraiment académique, pour ce qui me sert aujourd'hui au quotidien, pour moi le MBA est largement suffisant parce que en effet ça va être un doublon de faire un master en école de commerce. Moi ce que j'ai bien aimé c'est que je fais le programme international, le SCP, donc ça m'a permis d'aller sur différents campus. Donc j'ai eu une expérience, je n'avais pas fait d'Erasmus, donc c'est plus cette expérience internationale que j'ai trouvée intéressante. Mais bon, on peut l'acquérir par d'autres biais que par un master en école de commerce. Donc honnêtement, aujourd'hui, je ne le ferai pas forcément. Après, c'est un peu facile, ça fait 15 ans que je travaille, j'ai le job exactement que je voulais avoir, donc a posteriori, c'est facile de le dire. Mais honnêtement, je ne m'en cache pas, je suis plus allé chercher une étiquette qu'une compétence. Et j'ai 1000 fois plus appris au MBA que j'ai appris à l'ESCP. Donc si tu veux faire un job pour lequel tu as besoin de ces étiquettes-là, parce que malheureusement c'est encore la réalité du monde de l'entreprise, pourquoi pas, mais moi je te conseille pas forcément de le faire. Ça renforce encore plus le MBA. Je trouve que quand on empile trop les masters aussi, ça perd un peu de son sens, et surtout au bout d'un moment il faut plonger dans la piscine du monde du travail. Et, voilà. Moi du coup je me suis retrouvé avec un bac plus 7. Je suis content de l'avoir fait aussi parce que tout dépend de ton projet, mais aujourd'hui je ne fais plus du tout de droit. Donc c'est vrai que par rapport à les gens avec qui je travaille, une année de MBA, au-delà de même si c'est hyper intéressant, si demain tu veux vraiment faire du marketing, oui, peut-être aller en école de commerce et peut-être pas qu'un seul master spécialisé, peut-être faire un cursus en admission parallèle. Moi, ma reconversion, ça m'a servi, mais si je faisais un métier proche du droit, le MBA suffit largement parce que la formation est excellente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ouais. Ouais. Pour rentrer dans une grande école, justement, après être sorti de la fac, il y a un concours à repasser, non? Alors, pour les admissions parallèles, il y a plein de... Après, je ne suis pas trop à jour, moi, mais en gros, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de passerelles avec les écoles. Je dirais que les deux principales, ben, c'est les concours en admission parallèle. Donc, en général, il y en a différents stades, mais je crois que la plupart, c'est à Bac plus 3, si je ne me trompe pas. Donc ça, l'idée, c'est de reprendre le cursus classique de quelqu'un qui a fait une prépa puis une école de commerce, et ben d'arriver en première ou deuxième année d'école de commerce. Je crois qu'il y a énormément d'écoles, pour ne pas dire toutes les écoles qui le proposent. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est de faire ce qu'on appelle un master spécialisé, donc c'est-à-dire à l'issue d'un master en droit ou d'un master 2 en droit, d'aller faire une année un master spécialisé. Et après, il y a quelques écoles qui proposent des programmes spécifiques. Moi, c'était le cas à l'ESCP. Il y avait un programme international qui dure, c'est ni 3 ans ni 1 an, ça dure entre 18 et 24 mois avec un parcours international. Voilà, donc il y a quelques écoles qui font des choses un peu spécifiques, mais globalement, oui, c'est possible d'intégrer une école de commerce après avoir commencé à la fac, et il y a des passerelles à différents stades. Voilà. Ça répond à la question du coup? Jusqu'au Master 2 par exemple, et après c'est notre Master et ça s'enchaîne normalement, il n'y a pas de pouvoir passer. Oui, je ne l'ai pas précisé, pardon, mais oui, tout ce que j'ai décrit là, ça dépend des... En admission parallèle, il y a un concours. Donc en fin de L3, on passe un concours pour intégrer l'école de commerce. Et en master spécialisé, c'est pareil, en général, c'est plutôt des dossiers et une admission à l'oral. En tout cas, c'était ça à mon époque, ça a peut-être changé. Donc c'est pas un concours écrit, mais évidemment, rien ne se fait dans la continuité du MBA ou du master, quel qu'il soit à la fac. Dès qu'on rentre dans une école de commerce, il y a un système de sélection, évidemment, via des concours ou des dossiers, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste pour savoir, qu'est-ce que c'est exactement un LLM? Je vais laisser l'avocate répondre du coup. Alors un LLM, en fait, c'est un programme qui se fait sur 1 an, qui se fait dans une fac étrangère, généralement anglo-saxonne. Donc les grands LLM,
C'est Harvard, Berkeley, NYU, mais bon, il y en a aussi en Angleterre et à Singapour. Généralement, ça se fait à l'issue du M2. C'est un processus qui est extrêmement sélectif. Parce que dans le modèle anglo-saxon, il ne faut pas avoir fait que 50 droits, il faut avoir participé à 50 assos. Enfin voilà, il faut être très impliqué. C'est vraiment un modèle à l'américaine. Ça coûte généralement très cher. Il y a des bourses. Et en fait, c'est un programme. Donc, il y en a donc, c'est aux États-Unis, en Angleterre. Je pense qu'il y en a ailleurs, mais il y en a aussi pas mal en Asie. Singapour, Hong Kong, etc. Mais enfin, ça va être des choses en anglais. L'idée, quand vous êtes dans un cabinet d'avocats, dans des gros cabinets anglo-saxons, c'est là où moi je travaille. En fait, le LLM, c'est la preuve que vous savez parler anglais, en gros. C'est le fait d'avoir étudié en anglais. Il y a des recruteurs qui ne regardent même pas les CV de personnes qui n'ont pas fait de LLM. C'est pas la majorité, je vous rassure. Voilà. Mais c'est un peu c'est la case qui vous permet de dire cette personne est allée étudier un autre droit, elle s'est mise dans autre chose. C'est finalement une forme d'ouverture aussi d'esprit, c'est-à-dire aller étudier un peu une autre matière et en anglais dans un autre environnement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est généralement apprécié. Après, encore une fois, moi, ma meilleure copine qui fait aujourd'hui des combis, elle a fait un super LLM qui a coûté les yeux de la tête à New York pour tout arrêter 2 ans après. Donc voilà. Et puis moi, j'ai pas fait de LLM et je continue à faire du droit, donc il n'y a pas de règle. Mais voilà, c'est un master comme spécialisé, mais à l'étranger en droit. Il y en a pas mal qui passent le barreau de New York souvent après avoir fait un LLM aux États-Unis. Et après, ils passent ce qui s'appelle l'article 100 et donc ils redeviennent avocats à Paris, mais sans faire l'école du barreau. Donc voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir écoutés. C'était un plaisir pour nous. Et puis, bon courage. On sait que c'est un moment difficile. Bon courage, merci à tous. Au revoir.